Je vais vous parler de tests. Qu'est-ce qui se passe en général quand on commence un projet? On part tous plein de bonne volonté en disant bah là cette fois on va mettre des tests, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et en fait au bout d'un moment on se rend compte que nos tests comme on ne sait pas vraiment les écrire, ces tests-là commencent à nous ralentir énormément. On a nos tests qui passent toujours au rouge alors qu'on est en train de changer la moindre ligne de code et ça commence à être extrêmement pénible. Donc ce qu'on décide de faire en général, c'est d'abandonner nos tests et on abandonne notre suite de tests, on vire le CI, on vire tout. Et donc on a investi dans quelque chose qui nous a pris un peu de temps au départ, qu'on abandonne. Donc c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Donc déjà qu'on a eu du mal à convaincre nos PO de faire des tests au départ, si on leur dit qu'en plus maintenant on s'en sert plus, ils font un peu la gueule. Qui je suis? Rapidement, je m'appelle Charles, je travaille chez Evaneos. On est une marketplace du voyage, donc on met en relation des internautes avec des agences de voyage locales. On recrute, je dois le dire au passage. Ça tombe bien de bosser chez Vanos parce que j'adore voyager. Donc ça c'est plutôt cool pour moi, ça me permet de gagner une passion avec le boulot. Et j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger et donc je vais vous parler de bouffe pendant 40 minutes en plus de vous parler de tests. Donc j'espère que vous avez profité du petit déjeuner, sinon ça va être très très long, ces 40 minutes. J'ai pas inventé grand chose, j'ai lu pas mal de bouquins sur tout ce qui était test, que je vous encourage à lire. Je sais pas si ça se voit bien dans le fond. Peut-être qu'on peut éteindre les lumières ou je sais pas si c'est mieux. Au niveau du. Bref. C'est mieux? C'est mieux, vous endormez pas. Donc pas mal de bouquins sur tout ce qui est test. Je vous encourage à les lire. TDD, oui j'aime beaucoup tout ce qui est DDD, donc Domain Driven Design, TDD, BDD et ainsi de suite. Donc je vous invite à lire ces bouquins qui sont sur la PO, sur la gestion d'un code legacy, sur le design en général ou sur la documentation. On va voir que je vais pas mal parler de documentation au travers des tests pendant ces 40 minutes. Pourquoi on teste? Je pense que si je vous demande pourquoi on teste, ça va être la première raison à chaque fois, en général, qui va ressortir en premier, c'est savoir si notre programme marche. Donc, est-ce qu'on va. Ça va être pour découvrir des bugs, finalement. Donc, savoir si notre programme fonctionne bien comme on avait pensé qu'il fonctionne. Un autre intérêt d'avoir des tests, c'est qu'on va être en mesure de refactorer. Refactorer, c'est quoi? C'est modifier son code, enfin modifier le design de son code tout en ayant le même comportement. Donc sans test, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais si on a gardé le comportement en fait. Donc nos tests nous permettent de nous assurer quand on va aller modifier notre code que notre système fonctionne toujours de la même manière. Ça permet également de documenter. Les tests, c'est aussi un des moyens pour un développeur qui arrive sur un projet, en lisant les tests, de voir comment fonctionne notre système. Donc il a des exemples concrets d'utilisation de notre système. Ça permet, ça va être cool ça, de réfléchir à l'interface du système. Quand on développe, surtout si on développe en TDD, du coup on est le premier utilisateur de notre système. Donc avec les tests, on va pouvoir se rendre compte si notre système est facile à utiliser ou non. Donc on va pouvoir voir si la manière de l'utiliser est assez simple, voir si tout est clair, si l'interface qu'on a mis en place pour l'utiliser est pratique. Et ça permet également de détecter des problèmes de design. En fait, on va se rendre compte de manière assez récurrente quand on va faire des tests qu'un test qui est compliqué à mettre en place, c'est en général qu'il y a un problème de design derrière. Donc si notre test est difficile à mettre en place, on peut se douter que notre système n'est peut-être pas conçu de la manière la plus adéquate possible et commencer à travailler dessus pour améliorer tout ça. On va chercher certaines qualités pour nos tests en fait afin de pouvoir en tirer le meilleur profit. On va d'abord vouloir qu'ils soient indépendants de l'implémentation. Donc là, c'est pour justement refactorer. On ne va pas vouloir que nos tests changent de couleur quand on va les lancer au moment où on va changer notre implémentation. Normalement, les deux ne devraient pas être liés fortement. On va vouloir justement qu'ils décrivent le comportement du système. Donc tout ça, ça va être pour justement avoir cette documentation pour les autres développeurs. Et on va voir qu'on peut même essayer de partager cette documentation avec les personnes du métier, ce qu'on va voir pas mal après. Et également, un résultat prédictible. Évidemment, on ne veut pas que nos tests, en fonction de l'heure à laquelle on les lance, du jour auquel on les lance, d'une manière random, puissent fonctionner ou non. On veut que pour un code donné et une suite de tests donnés, le résultat soit toujours le même quand on la lance. On veut également qu'il soit rapide. Comme l'action de lancer le test, c'est quelque chose qu'on va faire extrêmement souvent, surtout si on fait du TDD. On ne veut pas attendre 20 minutes à chaque fois que notre suite de test fonctionne. Donc on va vouloir que ce soit extrêmement rapide. On veut qu'ils soient indépendants les uns des autres. Le but derrière tout ça, c'est que quand un test, on ne veut pas que le comportement qu'un test échoue ou non en fonction du comportement d'un test précédent. On ne veut pas que si on vérifie qu'un utilisateur était rentré dans une base de données, on ne veut pas que si ces tests-là échouent,
Ouais, le test d'en dessous qui essaie de savoir si l'utilisateur est bien dans la base de données échoue. Donc on va essayer de séparer ces deux tests-là. Et on veut également que ce soit simple à mettre en place parce qu'on ne veut pas y passer énormément de temps. Déjà que ça prend du temps en plus, qu'il n'y ait pas du temps pour développer des features. Et également parce que ça indique des problèmes de design en général quand on y passe énormément de temps. Donc on va on va essayer d'éviter d'y passer trop de temps. Pardon. Moi je fais du PHP tous les jours, je sais pas s'il y a des gens qui font du PHP ou qui connaissent, en gros vite fait. Donc tous les exemples vont être en PHP, avec PHP Unit et Prophecy. Si vous faites pas de PHP, c'est pas grave, ça vous servira quand même, partez pas, normalement. PHP Unit, c'est le côté XUnit de la suite XUnit des tests côté PHP, donc ça reviendra. Et Prophecy, c'est un framework de mock qui vient avec PHP Unit et qui était avant dans PHP Spec, qui est un autre framework de test PHP, qui est extrêmement intéressant, que je vous invite à regarder. Et donc c'est lui qui vient avec. Donc ça, c'est les outils que je vais utiliser pendant cette présentation. On va d'abord s'intéresser à l'anatomie d'un test. Un test dans la suite XUnit, donc en PHP Unit, c'est une classe. En général, il y a une classe de test qui représente quelque chose avec des méthodes de test. Et dans chacune de ces méthodes de test, on a du code. Donc c'est le code de notre test. Ce qui est intéressant sur le nom des méthodes, ça va être d'essayer d'avoir quelque chose qui décrit le comportement de notre système, de voir tel qu'on le veut, tel qu'il fonctionne finalement. On voit que là, on essaie d'avoir un vocabulaire qui est extrêmement parlant, qui est aussi le vocabulaire avec lequel le métier énoncerait ce qu'il veut de notre système. Là, en l'occurrence, notre serveur annonce le plat du jour. Donc ça, c'est le premier truc. Pourquoi c'est important? En fait, déjà parce que là, PHP, on peut avoir plusieurs manières de décrire nos méthodes de test. On peut même se payer le luxe de mettre des espaces insécables. Donc on a, comme le dernier exemple, quelque chose d'extrêmement lisible, une phrase en français avec des espaces. C'est assez cool, assez plaisant à lire. On marque qu'ici, tous les verbes sont au présent de l'indicatif et pas au conditionnel. On ne dit pas « il annoncerait le plat du jour ». En général, quand on écrit nos tests, on va le voir après en anglais, ce sera peut-être plus parlant parce que j'imagine que vous codez plus en anglais qu'en français. Mais on a tendance à se dire qu'est-ce que je voudrais que mon système fasse. Et en fait, si on veut s'en servir après pour faire la documentation, c'est qu'est-ce que mon système fait qui nous intéresse, c'est pas qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse. A priori, si on exprime ce qu'il voudrait qu'il fasse mais qu'il ne fait pas ça, on a un peu échoué dans notre travail. Donc en fait, autant dire directement ce qu'il fait. En général, personnellement, quand je travaille, quand j'écris des tests, j'ai toujours du mal à me dire qu'est-ce que mon système fait, donc je passe d'une étape où je dis qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse, qu'est-ce qu'il va faire, donc qu'est-ce que je vais coder actuellement, et en fait je fais bon, bah, c'est ce qu'il fait, donc je passe de il devrait, il fait, enfin il va faire à il fait, en gros. Je sais pas si c'est évident. Du coup en anglais, assez souvent on voit des tests avec he should announce to the special, et en fait on peut carrément virer le should parce que si notre serveur n'annonce pas le plat du jour, il ne sert pas à grand chose. Donc c'est pas il devrait annoncer le plat du jour, c'est qu'on veut qu'il annonce le plat du jour. Ça permet d'enlever quelques lettres au passage. Donc là, ce que je disais, c'est on a des méthodes de test qui sont. On voit que là, on commence à avoir un pattern intéressant entre le nom de la classe et le nom de la méthode de test. Qui est l'intérêt derrière tout ça, ça va être de pouvoir générer une documentation qu'on va pouvoir communiquer avec les personnes du métier. Ici, sans faire des trucs trop compliqués, c'est pas pratique. Hein. Le PHP Unit a une méthode qui permet de générer de la documentation, donc on n'a pas besoin de commencer à parser les tests, à utiliser quelque chose. Il y a déjà une option dans PHP Unit qui s'appelle TestDocs, qui permet de générer de la documentation sous forme de texte ou sous forme HTML. Donc cette documentation, on va pouvoir la donner aux personnes qui font le métier chez nous et leur demander est-ce que c'est vraiment le comportement que tu attends du système. Donc on va pouvoir commencer une discussion avec les personnes métiers. Et donc là, en l'occurrence, ça nous permet de dire le serveur, il annonce le plat du jour et il transmet une commande pour le plat du jour à la cuisine. C'est les deux actions qu'est capable de faire notre serveur. À l'intérieur de notre méthode de test, moi, il y a la partie que j'appelle l'exemple. Si on part du principe que le nom de notre méthode, c'est une règle métier, à l'intérieur, en fait, c'est un cas particulier. Donc c'est un exemple, c'est comme ça qu'on exprime cette règle métier. On montre un cas particulier. Là, en l'occurrence, notre serveur, il annonce le plat du jour. Pour les fans de la Cité de la Peur, le plat du jour, c'est des gencives de porc. Et donc le serveur est capable de prendre l'exemple de le chef vous propose aujourd'hui des gencives de porc, alors on pourrait très bien prendre l'exemple d'une pizza margarita. Donc il faut voir l'exemple, le contenu à l'intérieur comme un cas particulier. Et on voit également, ce que je disais, j'insiste un peu pas mal dessus, c'est qu'on essaie d'avoir le même vocabulaire dans le nom de nos tests.
donc dans notre nom de méthode et dans le nom de notre classe, et qu'on essaie de retrouver ce vocabulaire aussi à l'intérieur de notre code. Donc comme ça nous permet de relier, en passant par les tests, notre vocabulaire métier à notre vocabulaire technique, donc dans notre code. Et de remapper les deux. Un premier pattern, c'est le arrange act assert. Alors ce pattern-là, en fait, l'idée, ça va être de retrouver toujours un pattern régulier dans chacun de nos tests pour, au premier coup d'œil, être en mesure de savoir comment en fait, ça s'organise, qu'est-ce qu'on veut vérifier, quel est le monde qu'on crée au départ. Donc l'idée, c'est d'avoir une première partie qui est la partie range, où en fait, on va décrire le monde dans lequel, va se situer notre action. Là, en l'occurrence, on va créer un mock qui est la cuisine. On va dire que cette cuisine, elle est en mesure de nous annoncer le plat du jour. Si on lui demande quel est le plat du jour, elle va nous dire que c'est des gencives de porc. Et on va dire que notre serveur est en mesure de communiquer avec la cuisine. Ici, on lui passe la cuisine, le mock de cuisine au serveur, dans le constructeur. Donc ça, c'est la partie range, la description du monde. Après, on a la partie act. Donc là, c'est l'action qu'on va vouloir vérifier. C'est un peu l'élément déclencheur d'une histoire. C'est cette partie-là qui va commencer à lancer notre système. Et donc, c'est le résultat de cette action qu'on va vouloir vérifier dans la troisième partie, qui est la partie assert. Donc, on voit bien qu'on a 3 blocs. Et on se retrouve toujours, si on a toujours ces 3 blocs-là, en fait, c'est assez évident quand on est face à une case de test de comprendre comment ça se passe. Pour ceux qui ont fait du BDD, qui ont écrit des scénarios Gherkin, le parallèle entre le arrange et le given, c'est la description du monde. Le act et le when, c'est la partie où on lance notre histoire, c'est l'acte déclencheur. Et le assert et le zen, c'est là où on va vérifier en fait toutes les post-conditions de notre système. Donc s'assurer que tout s'est bien passé comme prévu. J'ai un peu modifié le test ici pour vous montrer pourquoi trop fortement lier notre code, nos tests à notre implémentation peut être un problème. En l'occurrence, là j'ai un peu modifié le mock pour s'assurer que la question quel est le plat du jour, elle puisse être appelée qu'une seule et unique fois. Donc on lui demande on lui signale qu'elle doit être appelée une fois. Quel est le problème de ça? Ça veut dire que si notre serveur il est un peu tête en l'air et qu'il demande 2 fois à la cuisine quel est le plat du jour, c'est pas la meilleure implémentation du monde, on est d'accord, mais elle est tout à fait faisable. Pourquoi on n'appellerait pas 2 fois la cuisine en disant hey, quel est le plat du jour, quel est le plat du jour? Ce test-là, il va pas passer, cette implémentation-là ne va pas être permise par notre test. Autre problème, c'est si on a un système de cache. Imaginons que notre serveur il travaille dans ce restaurant-là depuis des années et il sait à force que en fait, tous les jours on lui dit non, le plat du jour c'est les gencives de porc, arrête de nous demander. En fait, il le retient, il a son cache à lui et donc il ne demande plus. Et là, pareil, notre implémentation, on va avoir un problème parce que comme notre cuisine est censée être notifiée au moins une fois de l'appel à quel est le plat du jour, il manque du jour. Ce test-là ne va pas passer. Et donc, alors que nos implémentations sont tout à fait correctes. Là, ici, si on revient sur nos tests, on n'avait pas la vérification, il n'y a aucun problème. On va s'intéresser à notre test. Là, c'est notre serveur, il va essayer de transmettre, il va dans la salle, on lui dit moi je veux bien un plat du jour justement, il va transmettre la commande du plat du jour à la cuisine. Donc là, on va essayer pareil de se retrouver dans un bloc arrange act assert. Donc là, on a notre range toujours où on a notre cuisine et notre serveur qui connaît notre cuisine. On a le act où quand notre serveur reçoit une commande pour un plat du jour, donc ça c'est la partie qu'on va vouloir vérifier, c'est les actions là-dessus, la suite de ça qu'on va vouloir vérifier. Et on voit derrière que notre assert, il est fait en bas. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que contrairement à tout à l'heure où on utilisait un mock, où la cuisine était un mock, là notre cuisine est un spy. La différence entre les deux, c'est qu'un mock, on va décrire tout le comportement a priori, on va dire c'est ça qui va se passer pendant le test. Le spy, lui, à la différence, il va essayer de faire quelque chose d'autre, c'est qu'il va enregistrer tous les appels qu'il va recevoir pendant le test, et à la fin, on va pouvoir vérifier si tel appel ou tel appel a été fait ou non. Donc on va vérifier que les appels qui nous intéressent. En l'occurrence, on va s'assurer que la cuisine a bien reçu il faut un plat du jour. Et justement, dans notre spy, on va vouloir s'assurer que la cuisine a été notifiée qu'une seule fois qu'il faut un plat du jour. Pourquoi? Parce que cette fois, on veut éviter que notre serveur, coup de flemme, il ne transmette jamais la commande à la cuisine et qu'on ait notre client en salle qui n'ait jamais sa commande. Ou alors que notre serveur parte un peu en vrille et demande 100 fois le plat du jour à la cuisine. Et après, on se retrouve sous un tas de gencives de porc, on ne sait plus quoi en faire. C'est un peu gênant. Donc du coup, en l'occurrence, ces deux implémentations-là, qui ne sont pas correctes par rapport au métier, ne passeraient pas parce qu'on a voulu vérifier que la commande n'était passée qu'une seule fois. Alors que l'implémentation où, quand le serveur reçoit une commande pour le plat du jour, il transmet cette commande à la cuisine, une seule et unique fois, elle, passe sans problème.
Une petite règle assez simple, les mocks, c'est un M, on les retrouve plutôt dans la partie arrange, et là on va essayer on va éviter le plus possible de spécifier trop le comportement. On va juste décrire le minimum de comportement dedans. Donc quels sont en gros ce qu'une méthode peut retourner. On va pas vérifier combien de fois elle doit être rappelée. Tandis que les spies, on va les retrouver dans la partie du bas, dans la partie assert. Et donc là, on va vouloir vérifier le plus possible combien de fois ils ont été appelés, parce qu'on veut vérifier le comportement dans cette partie-là. Égalité des objets. Assez souvent, quand je regarde des tests au travail, quand je regarde des tests de personnes qui n'ont pas fait de tests depuis très longtemps ou qui commencent à en faire, quand on veut s'assurer qu'un objet est bien celui auquel on s'attend, on va aller prendre tous les getters, on va aller vider notre objet de toutes ses propriétés pour s'assurer que les propriétés à l'intérieur de notre objet sont bien les propriétés attendues. C'est bien, mais c'est un petit défaut. Déjà, pour commencer, on va voir, et ça c'est une des astuces, je vous ai pas dit ça, il y a des recettes de test et au milieu de tout ça, je glisse un peu quelques astuces tout le long de comment je m'organise quand je fais mes tests. Là, en l'occurrence, si on dit à voix haute, donc l'astuce c'est ça, n'hésitez pas à parler à voix haute dans l'open space. Pas toujours l'air très malin, mais ça peut éviter ce genre de problème. Là, en l'occurrence, si on dit ce que fait notre test, ce qu'on veut que notre test fasse, c'est qu'on veut que notre pizzaiolo prépare une pizza margarita maison. Si on dit à voix haute, toujours, ce que fait réellement notre vérification de test, notre pizzaiolo, quand on lui demande de préparer une pizza margarita maison, en fait, ce qu'on peut avoir, c'est une pizza dont les ingrédients sont les ingrédients de la margarita. On ne regarde absolument pas si c'est une pizza maison. Donc c'est un problème. Ça veut dire que, comme on a utilisé nos getters, en fait, notre pizzaiolo, s'il y a une glace pizza surgelée qui contient des ingrédients, et qu'on est capable d'avoir les ingrédients, notre pizzaiolo a un petit coup de flemme un jour, il se dit je vais aller acheter une pizza surgelée, pizza margarita surgelée, je vais la réchauffer, je vais la servir au client, et hop, il y verra que du feu parce qu'en fait les ingrédients c'est les bons. Et c'est absolument pas une pizza margarita maison. Donc là on voit qu'il y a un petit problème au niveau de notre test, c'est qu'on ne vérifie pas vraiment ce qu'on voudrait. Donc n'hésitez pas à parler à voix haute pour avoir les bonnes informations. Tandis que là, si ici, du coup, on vérifie qu'on a bien une pizza maison avec les ingrédients attendus, ce test-là, dans le cas où notre pizzaiolo aurait essayé de nous passer une pizza surgelée, on va avoir un mismatch parce qu'on aura d'un côté une pizza maison, de l'autre côté une pizza surgelée, donc notre test ne va pas passer. Ce qui va forcer notre pizzaiolo à faire sa pâte à pizza, à étaler la pâte, ainsi de suite, pour nous préparer une pizza margarita correcte. Et en l'occurrence, notre test va passer. Autre avantage de ne pas utiliser les getters en permanence dans nos tests, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin de getter, hop, il dégage. Et personnellement, j'aime pas les getters. Donc moins il y a de getters, mieux ça se passe. Un autre truc, je sais pas si vous aimez les endives. Personnellement, j'aime bien les endives crues, mais j'aime pas les endives cuites. Je trouve ça vraiment dégueulasse et très amer. C'est un jugement de valeur. Mais du coup, c'est un test qui reflète ça. C'est un test métier sur ma vie par rapport aux endives. Donc ça vérifie que les endives crues sont bonnes et crues et que les endives cuites ne sont pas crues et qu'elles sont pas bonnes. Voilà. On remarque que quand on regarde chacun de nos tests, on a une endive de base. À chaque fois qu'on parle de notre endive de base, on a la création d'une endive à chaque fois dans le setup de notre test. Et quand on parle de notre endive cuite, on récupère à chaque fois une endive, on la fait cuire, et après on fait notre vérification dessus, de savoir si elle est cuite ou non, et si elle est bonne ou non. Déjà, ce qu'on peut faire dans un premier temps, ça va être de séparer ce setup dans deux classes différentes, donc utiliser grâce à la méthode de setup qui est dans PHP Init, j'imagine qu'elle est dans le reste de la suite Xunit. Ça va être de créer un setup pour notre endive de base, d'un côté, cette endive qu'on va pouvoir utiliser dans chacun de nos tests, et également un setup pour notre endive cuite, où on va créer une endive, et la faire cuire, et qu'on va pouvoir utiliser dans chacun de nos tests. Donc déjà, on a réussi à avoir quelque chose de séparé, et donc de diminuer un peu la difficulté à créer notre setup. Ce qui est intéressant, c'est que si on revient toujours dans cette partie, on va essayer d'avoir de la documentation. Maintenant, on peut générer une documentation en parlant aux gens du métier en disant hey, une endive de base, elle est crue, et une endive de base, elle est bonne. Une endive cuite, elle n'est pas crue, et elle n'est pas bonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a pu passer cette documentation aux gens du métier, et puis même en tant que développeur, genre le endive de base, personnellement, il me gêne, je trouve que ce mot est... c'est quoi une endive de base? Donc une endive de base, elle est crue, ouais, peut-être, mais il y a un truc qui me gêne, donc on peut en parler avec les gens du métier, et puis se poser la question, genre, quelle est la différence entre notre endive de base et notre endive cuite?
Bah, c'est simplement qu'il y en a une qui est cuite. Donc l'autre est crue. Donc on se dit, hey, est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt d'une endive crue? Donc là, on va voir comment en fait, en discutant, et comment nos tests peuvent aussi influencer notre code. Là, on a une endive crue, et si on se penche un peu sur notre code, on voit qu'on parle simplement d'une endive. Et donc, on a perdu cette notion de crue dans notre code. À partir de là, on peut insérer une factory statique pour intégrer ce vocabulaire métier dans notre code. Donc là, en l'occurrence, on a une méthode crue qui va être en mesure de nous retourner une endive. Ce qui fait que maintenant, on a une endive crue et on retrouve bien cette notion d'endive crue dans notre code. Donc on a introduit dans notre interface le vocabulaire métier petit à petit. Donc ça, c'est comment nos tests peuvent aussi influencer notre code. Ne moquez pas ce que vous ne possédez pas. Je vais vous parler du jour où j'ai pas pu manger mon gratin. C'est un test assez bête qui dit qu'un gratin, quand on le cuit au four, ça nous donne un gratin croustillant. Donc un gratin, on a un realistisk, et on voit que notre gratin, quand on le cuit avec le realistisk pendant 50 minutes, ça nous donne un gratin croustillant. Dans les astuces, il y a d'utiliser des constantes dans vos tests pour améliorer la lisibilité. C'est quand même vachement plus sympa de lire 50 minutes qu'un 50 x 60. On voit de quoi on parle et ça parle beaucoup plus. Ouais, alors, c'est vraiment pas pratique du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le realistisk? Déjà, le nom est un peu curieux. Realistisk, c'est curieux. On voit aussi que c'est dans le namespace IKEA. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas propriétaire de cette classe. C'est quelque chose qui nous a été fourni par quelqu'un d'externe, en l'occurrence IKEA. Et donc IKEA, eux, ils codent en suédois, déjà, c'est intéressant. Et donc on a une méthode laga, qui veut dire cuire en suédois, auquel on passe une talrik, c'est une plaque de cuisson, avec un vartiget, qui est une durée. Et on voit que notre realistic, en fait, quand on lui demande de cuire quelque chose, il va dormir pendant la durée indiquée, et ensuite il va nous faire une varmtalrik, ça veut dire obtenir un plat chaud, qui est le plat chaud correspondant au plat qu'on lui a donné à l'entrée et à la durée indiquée. Donc il a une sorte de dictionnaire qui fait le mapping. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire que là, avec cette méthode sleep, dans notre test, comme on a un 50 minutes, ça veut dire que notre test va prendre 50 minutes. Ce qui est ennuyeux vu qu'on voulait avoir des tests rapides. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On est tous des gens malins, on met des mocks. Et c'est là que ça peut poser problème quand on veut manger un gratin le soir en rentrant chez soi. Là, on a un test. On voit déjà que le setup du test est un peu compliqué. On a un premier mock qui est le mock du realistisk, qui prend un talrik, qui retourne un talrik, qui retourne le gratin croustillant. Enfin, on voit qu'on a une grosse connaissance du fonctionnement de notre realistisk. Donc c'est un peu gênant. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé de moquer des ORM ou des trucs comme ça. Vous vous retrouvez en général avec du code comme ça. Enfin, quand on essaie de moquer des librairies externes, on se retrouve à avoir des mocks de mocks sur 15 niveaux. Et c'est pas forcément la meilleure position. On voit que c'est un peu compliqué. L'autre problème, c'est que un jour, IKEA, ils ont fait une mise à jour. Pour ceux qui font du PHP, on a fait un composer update, on a récupéré la nouvelle version du IKEA Realistisk. Et ils ont fait un breaking change, et plutôt que de faire une varm talrik, ils font une carte talrik. Donc en fait, c'est-à-dire faire un plat froid. Et donc j'ai mis mon gratin à cuire, j'ai attendu 50 minutes. Et j'avais mon test qui me disait ça va bien se passer. Et j'ai ressorti mon gratin, il était toujours dans le même état. C'était pas hyper cool. Alors que mon test qui lui me disait avec les mocks, ça vérifiait bien que si je mettais mon gratin au four, j'attendais 50 minutes, j'aurais mon gratin. L'autre test, lui, qui prend 50 minutes, il m'aurait dit non, Coco, ça marche pas. Tu vas attendre 50 minutes et à la fin, tu n'auras rien parce que tu n'auras pas ton gratin croustillant. Donc là, on va voir comment essayer d'obtenir le meilleur de deux mondes, d'avoir un test qui soit plutôt rapide à exécuter, qui ne prenne pas 50 minutes, mais qui soit plutôt, qui nous donne une meilleure confiance en fait dans notre système. Autre truc intéressant, quand on s'intéresse au vocabulaire, je pense que vous avez remarqué aussi que four et realistique, ça ne matchait pas trop. On a d'un côté du vocabulaire en français, de l'autre côté en suédois. Et là, quand on regarde les mocks, on a aussi la notion de talrik et de realistique. Donc on voit qu'on a vraiment un vocabulaire étranger par rapport à notre domaine qui s'est glissé à l'intérieur. C'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va essayer de découpler les deux en fait. Donc on va introduire une interface four qui a une méthode cuire, donc un vocabulaire qu'on connaît nous, qui va prendre un plat et une durée. Donc c'est bien, maintenant on a un peu modifié notre test. À partir de cette interface-là, on est capable d'avoir cuit au four, donc on voit bien qu'on a cette notion de four et de cuire. Donc on a refait un mapping sur le vocabulaire. Et on voit aussi que notre setup de mock est beaucoup plus simple que le précédent. Donc c'est bien sympa d'avoir un four hypothétique, mais moi à la maison j'ai un realistique, donc il a quand même fallu faire un wrapper pour pouvoir lui indiquer le four de la cuisine
ça va être un Realistix, donc tu vas remapper tous les appels que je fais à mon four de la cuisine vers le Realistix. Donc on va lui passer tous les appels à Realistix Laga et sortir le Talric. Ça veut dire qu'ici, notre gratin, qui lui contenait du vocabulaire étranger, donc du vocabulaire en suédois qui n'appartient pas à notre domaine, euh, on va pouvoir le nettoyer un peu et sortir tout ce vocabulaire qui contenait donc, cette forte dépendance au Realistix et cet appel à Fatalric. On va pouvoir maintenant juste dire tu fais cuire avec le four. Donc déjà, on a gagné aussi en clarté au niveau de notre modèle. Tout ça, c'est bien sympa. On a d'un côté donc le meilleur des mondes où on fait notre mock au niveau de notre interface de four. Donc là, ça nous dit que si on a un four, quel que soit le four, ça va bien fonctionner. Par contre, on veut quand même s'assurer que notre four de la cuisine fonctionne un peu. Donc là, on n'a pas le choix. Ça va être de faire un test en intégration. Donc on va utiliser notre véritable four. On va faire un test avec, si possible un peu court. Et donc en l'occurrence, on va essayer de faire cuire du fromage de chèvre pendant 10 minutes dans notre four. Donc on a un test qui va prendre que 10 minutes par rapport à celui de 50 minutes. Et on va s'assurer qu'à la fin on a bien du chèvre chaud. Donc on sait que si on a un four, ça marche d'un côté. Et on sait que si on estime que si notre four de la cuisine est capable de faire cuire du chèvre chaud pendant 10 minutes, on est capable de faire cuire à peu près n'importe quoi, donc notre gratin. De la même manière qu'on va essayer de casser les dépendances aux librairies externes, on va essayer de ne pas dépendre du système. On dépend assez souvent du système quand on veut, quand on a des notions de temps ou d'aléatoire, ou quand on a des appels d'écriture sur le file system. Là, en l'occurrence, une quiche elle est consommable 2 jours après avoir été cuite. Donc là, on a une quiche qui a été cuite à une date donnée et on s'assure qu'elle peut être consommée à une date donnée. Comment est fait notre classe quiche, pardon. Notre classe quiche, elle a un appel à datetime qui va lui rendre la date actuelle. Ça veut dire qu'en fait, cette classe dépend énormément de la date à laquelle on exécute le test. Ce qui veut dire que là, le 26-10, c'était bon, le test passait, on attendait un peu, et quelques jours plus tard, en fait, le même test, lui, ne passait plus. C'est un peu problématique. Pour ça, on va essayer de casser la dépendance au système. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est de créer une horloge qui va encapsuler la création de notre objet date. Et on va passer notre horloge à notre quiche en lui disant si tu as besoin de l'heure, en fait, tu me la demandes et moi, je te dirai l'heure qu'il est. Ce qui fait que dans notre test, on va être capable de créer un mock de notre horloge, lui dire là, maintenant, il est telle heure. Et tu dois. Si tu me demandes l'heure, on aura toujours la même heure en fait finalement. Donc notre test va passer quelle que soit la date. On peut aussi modifier un peu le problème, plutôt que de vouloir savoir si notre quiche est consommable à l'heure actuelle. On peut aussi lui demander est-ce qu'elle est consommable à une date donnée. Et dans ce cas-là, on transforme un peu le problème, on peut directement passer un date time qui va être utilisé à l'intérieur. Et donc plutôt que d'avoir un setup des mocks, on se retrouve ici à passer directement une date. Et donc pareil, là on contrôle la date. Et notre test est valide quelle que soit la date. Le Object Mother. Là, c'est un pattern un peu différent. C'est pour essayer de casser les dépendances à la création de nos objets. Ici, on a un test où on dit qu'un plat de pâtes il est bon s'il contient de la viande, du fromage et de la sauce. En l'occurrence, on a la recette des carbonara avec du parmesan, des lardons, des crème fraîche et des oignons. Et donc, du coup, c'est assez sympa. On a ces 4 ingrédients dans notre recette. Donc, on a une classe ingrédients qui contient un type et un nom. On peut vouloir un jour modifier cette classe ingrédients et lui rajouter la date limite de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tous les endroits dans nos tests où on a les ingrédients qui ont été utilisés, on va devoir passer derrière et tous les modifier pour rajouter cette date limite de consommation. Ce qui veut dire que là, on en a 4 dans notre test, ça va. Je me suis déjà retrouvé à une centaine à faire et j'ai pas rigolé du tout pour ajouter un nouveau paramètre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est d'encapsuler la création de notre objet dans une factory. Donc là, on va pouvoir introduire un ingrédient Mother, c'est le nom du pattern. Après, le nom, on peut le modifier. J'ai gardé le nom du pattern, mais peut-être faire un peu mieux niveau nommage. Et donc créer une fonction viande qui est capable de nous retourner une viande, légumes et fromages et sauces, ainsi de suite. Et donc tout ça va nous permettre de, quand on va avoir modifié la création d'un objet de viande, on n'a qu'un seul endroit à les modifier en fait. Donc tout est remis ici. Bon là on a un 1 parce qu'on s'en sert, on n'a qu'un exemple, mais donc on va faire 4 modifications quand même. Ce qui veut dire que maintenant dans notre test, on a quelque chose de beaucoup plus concis. Et on n'est plus dépendant de la création de notre objet. On peut pousser un peu plus loin.
en encapsulant nos méthodes dans notre ingrédient Mother par des fonctions pour donner quelque chose de beaucoup plus parlant. En fait, maintenant, on dit qu'on a un plat de pâtes avec un fromage, une viande, une sauce, un légume. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus parlant. On voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement le même vocabulaire entre le nom de notre test, donc le nom de notre méthode de test, la règle métier, finalement, et le vocabulaire qu'on a à l'intérieur. Donc, on a réussi aussi à masquer les détails inutiles dans notre test. On ne s'est pas encombré de savoir quel était le type de fromage, qu'est-ce que c'était, quelle était sa date limite de consommation, ça ne nous intéresse pas. Donc, on a cassé, enfin, on a masqué tous ces détails qui, en fait, sont un peu une charge cognitive. Je l'ai pas laissé. Pour notre test. Donc c'est pas vraiment intéressant et du coup on les a masqués. Alors c'est bien sympa d'avoir des factories qui nous rendent toujours le même objet, mais des fois on a besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple, où on a quand même besoin de configurer un peu notre objet avant de l'utiliser dans le test. Donc là c'est là que les builders rentrent en scène. Donc là on va reprendre un peu un exemple toujours sur notre plat de pâtes. Un plat de pâtes il n'est pas consommable s'il contient un ingrédient avec une date limite de consommation dépassée. En l'occurrence ici on a un ingrédient qui est le parmesan et un ingrédient qui est le lardon. Et ils ont des dates limites de consommation, et on regarde s'ils sont consommables ou non. Donc là, on voit encore une fois qu'on a des détails inutiles, on s'en fout parfaitement que ce soit du parmesan ou du lardon, tout ce qui nous intéresse, c'est la partie de droite avec... Ouais, c'est à droite pour vous. Avec, avec la date limite de consommation. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être d'introduire un builder. Donc le builder, c'est un des patterns du Gang of Four, le fameux bouquin Design Pattern. Donc c'est une classe en fait qui contient différentes méthodes, notamment une méthode build. Donc la méthode build, c'est la méthode qui, à la fin, va nous retourner l'objet tel qu'il a été configuré. En l'occurrence, elle est capable de nous rendre un ingrédient qui contient un nom et une date limite de consommation. On va avoir des setters sur ce builder pour pouvoir paramétrer chacun de nos éléments. Donc là, on a des setters avec des noms. On essaye d'avoir des noms un peu sympas sur nos setters aussi. Comme ça permet d'avoir quelque chose de lisible et de plaisant à lire dans le test. Là, en l'occurrence, un ingrédient, il peut être nommé avec un certain nom et il a une DLC à une certaine date. On voit aussi qu'on essaye que notre builder retourne l'instance actuelle du builder. Pourquoi? Ça permet d'avoir une interface fluente et donc de pouvoir chaîner nos différents appels. Tout ça pour maximiser les lisibilités. On peut avoir finalement la construction d'une phrase petit à petit quand on utilise notre builder. On va également essayer d'avoir des paramètres par défaut pour ne pas avoir à setter des objets qui nous intéressent, des propriétés qui ne nous intéressent pas. En l'occurrence, si seule la DLC nous intéresse, ça peut être une pomme de terre à chaque fois, donc on n'a pas besoin de donner le nom de notre ingrédient à chaque fois, on peut juste utiliser setter la date limite de consommation. Pour pousser le truc un peu plus loin, pareil, on peut encapsuler, pour avoir un truc encore plus plaisant, la création de notre builder dans une fonction un ingrédient. Et donc comme ça nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement lisible qui dit que un ingrédient qui est nommé poisson pané, il a une DLC pour le mois de janvier. On le construit et hop, on a notre poisson pané pour le mois de janvier. Donc ça fait quelque chose de lisible. Ce qui fait que si on modifie un peu nos tests, on a un plat de pâtes qui est consommable s'il contient un ingrédient avec une DLC dépassée. Et là, on a modifié nos tests où on appelle notre builder. On lui dit il a un ingrédient, il a une DLC à telle date, on le construit. Et donc on voit qu'on a chassé le détail inutile qui était de savoir si c'était le type. Donc c'était du parmesan, son nom, je ne sais plus, du parmesan ou des lardons. Et on a justement chassé les détails inutiles et on a quelque chose de configurable. Last one. Data provider. C'est un test qui regarde si un plat est végétarien ou non. Donc là, si on regarde un peu comment est foutu notre test, on regarde si un plat est végétarien s'il ne contient que de la salade, on regarde s'il est végétarien s'il ne contient que du fromage, et on regarde qu'il n'est pas végétarien s'il contient de la viande. Il y a un truc qui est un peu dérangeant au niveau de ce test, c'est qu'on disait tout à l'heure que si on essaie d'avoir nos méthodes de test qui expriment des règles métiers, là en l'occurrence, ce n'est pas des règles métiers, mais des exemples de notre règle métier. Donc on va voir comment on peut essayer de passer vers une règle métier avec ces différents exemples. Donc pour ça, on va utiliser un data provider. Bon, on va regarder un peu plus comment ça fonctionne le test. Pardon. On voit que sur chacun de nos tests, au départ, on instancie un plat. Donc on lui dit qu'on a un plat avec de la salade, un plat avec du fromage, un plat avec de la salade et de la viande. Et ensuite, on regarde si chacun des plats est végétarien ou non. Donc on voit que tous nos tests sont faits exactement sur le même pattern. Donc on va pouvoir en tirer profit. Déjà, pour faciliter la lisibilité, une fois de plus, on va essayer d'introduire deux constantes. La constante est végétarien et la constante n'est pas végétarien. Donc c'est juste des booléens, c'est pour remapper, mais avoir quelque chose de lisible. Et on va pouvoir utiliser un data provider. Donc qu'est-ce qu'un data provider? C'est une méthode publique qui est située dans une classe de test qui va pouvoir nous donner différents exemples quand on va vouloir exercer notre règle métier.
Donc c'est un tableau qui retourne un tableau, enfin c'est un tableau de tableau. Je pense que dans d'autres langages un peu plus sérieux que le PHP, vous avez des trucs mieux que ça, mais nous on a des tableaux de tableau. Et en l'occurrence, donc, dans ce tableau, on va passer les différents paramètres qu'on va passer à notre règle métier. Donc en l'occurrence, bah, un plat de salade, il est végétarien, un plat de fromage, il est végétarien, et un plat avec de la viande, il n'est pas végétarien. Donc ça, c'est ce qu'on va passer en paramètres de notre règle métier pour exercer notre test. On peut également nommer en clé, utiliser quelque chose d'autre, enfin, nommer notre exemple, donc utiliser une phrase pour décrire l'exemple qu'on va utiliser. L'intérêt, c'est que sinon, par défaut, il utilise des clés numériques. Et donc, quand on se retrouve avec 60 exemples et qu'il nous dit que le 56e, ouais, ça encore c'est facile, on compte à l'envers, mais le 33e, il a pas fonctionné, et qu'on se retrouve à compter nos lignes pour savoir quel exemple n'a pas fonctionné, c'est extrêmement frustrant. Alors que si on utilise des noms, il nous dit l'exemple avec un plat avec du fromage et végétarien n'a pas fonctionné, enfin il est rouge, c'est beaucoup plus facile de voir de quel exemple il s'agit. Donc c'est l'intérêt. Et donc ouais. Et donc ça nous permet, donc là c'est nos différents exemples. Maintenant qu'on a ces différents exemples, on va pouvoir utiliser un data provider. Il y a une annotation data provider là. Et ça va pouvoir vérifier qu'il y a un data provider. Donc on a notre méthode de test qui regarde si un plat est végétarien s'il ne contient que des ingrédients végétariens. Donc là on voit qu'on est revenu sur une règle beaucoup plus métier. On passe en paramètre notre plat, ici, et s'il est végétarien ou non. Et donc du coup on regarde si notre plat est végétarien. Donc on voit qu'on est revenu sur un seul test. Ce qui veut dire qu'on est passé au départ d'une classe de test où il y avait énormément d'exemples à quelque chose qui exprime notre règle métier. Donc pareil, on va pouvoir faire notre documentation. 3, ok. Et donc on a notre documentation qui est créée. Voilà, avec nos différents exemples. Pour conclure, assurez-vous bien que vous testez ce que vous voulez tester. N'hésitez pas à parler à voix haute. Genre, c'est vraiment, vraiment important. La première fois qu'on m'a dit, je fais, ouais, c'est pas très malin. Et je l'ai fait, et je fais, ah si, merci. Donc, n'hésitez pas à parler à voix haute, à vous dire que ce que vous testez, c'est bien ce que vous voulez tester. Genre, le nom de. Le mieux, c'est si vous arrivez à faire parfaitement matcher le nom de votre règle métier avec ce que vous dites à la fin sur la partie assert, vous êtes bon. En plus, ça va vous forcer à avoir le vocabulaire métier qui va arriver dans votre code. Exprimer les règles métiers dans le nom des tests. Tout ça, ça va vous permettre justement de parler avec le métier, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et d'avoir de la documentation qui arrive gratuite finalement à partager avec eux, donc avoir des retours, avoir un vecteur en plus de communication. Utilisez le même vocabulaire dans le nom des tests et dans l'exemple. À partir du moment où vous avez réussi à avoir le vocabulaire métier qui arrive dans vos tests, vous ne vous privez pas à essayer de faire retourner tout ça dans votre code. Comme ça, vous avez aussi le code qui matche avec le métier. Donc, ça permet aussi d'entamer des discussions, de commencer à voir si les challenger un peu aussi des fois. En disant, ah, c'est quand même curieux ce que tu me racontes. Maintenant que je vois comment ça fonctionne au niveau du code. Évitez de couper les tests à l'implémentation. Faites pas des assertions en trop. Parce que ça sert à rien. En fait, ça va vous bloquer. Ça va vous empêcher de refactorer. C'est un peu gênant. Et pensez bien à écouter vos tests pour guider votre implémentation. On l'a vu pour l'exemple de l'endive crue où ça nous a permis de rajouter la méthode crue à l'intérieur et à l'intérieur de notre interface pour l'endive. Et c'est à peu près tout. Donc pensez bien que la documentation, les tests et le design, en fait, ils cohabitent tous les trois ensemble, que chacun auto-influence l'autre, et qu'en fait, quand on a bien ça en tête, ça permet vraiment de faciliter à la fois les tests. Donc on a des tests qui sont en général de bien meilleure qualité, on a un design, on a du code qui est beaucoup plus facile à lire, qui parle beaucoup plus au métier. On a un code de bien meilleure qualité, je trouve personnellement. En plus, on a la documentation quasiment gratuite qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Boum. Je sais pas si vous avez des questions. 5 minutes pour les questions et il y a des livres à faire gagner aussi. Un livre au choix à faire gagner. Sur quels critères? Ah bah c'est... Ah tu peux putain. le définir. Choisis-le bien. Les autres, c'est pour les autres speakers. Waouh. Ouais, s'il y a des questions, ouais, du coup. En fait, dans ton explication, on a l'impression que tu es le testeur et celui qui écrit aussi le code. Ouais. Et dans les bonnes pratiques, il me semble que c'est censé être pas la même personne qui fait les deux choses. Non, en fait, c'est bien. Alors, on n'a pas de testeurs chez nous, de gens qui font du test complet. Là, c'est des tests unitaires. Les tests unitaires, c'est censé être les tests qui sont faits par les développeurs pour s'assurer qu'ils arrivent à le faire. Mais c'est pour ça que, ouais, si les tests peuvent être faits en collaboration avec les gens du métier et justement avoir ce retour, c'est plutôt bien. On n'a personne chez nous dont le métier est vraiment de tester.
Mais après, le but, c'est aussi de permettre aux testeurs, enfin, quand les développeurs commencent à prendre une partie du test, notamment sur les tests unitaires, de leur permettre de faire une autre partie du test qui est plus du test exploratoire, où là, ils vont aller poker tous les trucs auxquels les développeurs pensent jamais. Et C'est à deux développeurs. à deux développeurs, à le faire en pair, Voilà. bah sinon, on peut le faire en pair tout court, ouais. Même déjà bosser en pair, c'est pas mal. Dire moi je développe telle chose et toi tu fais les tests sur cette chose-là, et toi tu développes telle chose et moi je fais les tests sur cette chose-là. C'est compliqué parce qu'on gêne, enfin, d'expérience, on n'a pas testé ça, mais on écrit nos tests un peu à la suite, on n'écrit pas tous les tests avant en fait. Et donc les tests, ils arrivent un peu, au mieux on a un calepin où on note, bah j'ai testé ça, et donc il y a tous ces cas-là qui vont arriver. Et donc on fait passer un cas, et après on fait tester, on passe tous les autres. Mais c'est vrai que prévoir toute la suite de tests au départ, c'est pas simple. À la limite, quand on fait de l'outside-in, prévoir le scénario au départ, donc on lance sur un truc un peu BDD où on a un scénario métier qui est décrit par le métier avec des phrases avec le given when then en Gherkin. Là, à la limite, on peut les préparer avant, donc c'est tous les scénarios qu'on a validés avec le métier, et les faire. Bah, on vient de ces scénarios-là et on descend petit à petit vers les tests unitaires. C'est assez cool à faire. S'il y a des gens, enfin, taper outside in, si c'est assez cool. Ouais. Est-ce que tu peux utiliser ce genre de conseils sur du BDD, sur du test fonctionnel plus particulièrement? Bah, en fait, toute la partie given when then et arrange avec ta cert se retrouve vachement. Et quand tu fais du BDD, du test fonctionnel, tu essayes aussi d'avoir beaucoup plus le vocabulaire métier que du vocabulaire technique. C'est un, c'est un des gros défauts des tutos de BDD en général, c'est qu'on montre comment aller taper une API en tapant pile poil la bonne URL ou la page web en disant que tu vas chercher tel sélecteur et tout. Alors qu'en fait, les scénarios de BDD sont censés normalement au départ être un moyen, c'est pas censé être du test en fait, c'est censé être un moyen de discussion avec les gens du métier. Et donc en fait, on a du vocabulaire métier normalement dedans, et c'est dans notre implémentation du parseur, enfin des exemples, de comment ils appellent ça? C'était le nom, je sais plus. Des méthodes qui sont appelées pour chaque ligne de given, when, then. Où là en fait, on va voir la partie technique, mais le scénario normalement lui est ultra orienté métier. Ce qui permet de faire des trucs assez cool où on peut faire tourner le même scénario à différents niveaux en fait. On peut le faire tourner au niveau de notre code, tout en bas au niveau métier, au niveau de notre API, si on a une API, et après quasiment au niveau de notre page web, pour ceux qui font du web. Parce que du coup, ouais, je vois pas trop comment implémenter ton mother pattern sur un cas de test comme ça. Sur du BDD, je sais pas si c'est si simple que ça, ouais. Je suis pas certain. Mais en fait, comme tu passes l'exemple, enfin ouais, tu passes les exemples, tu peux pas trop en faire grand chose. Si vous, faut essayer, je sais pas, faut essayer.